Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur probowlers.fr sur la page Facebook pour un nouveau Pro Bowlers Live. Une interview sans filtre avec des personnes qui font l'actualité du basket en France aux quatre coins de la planète également, des joueurs, des joueuses, des dirigeants également. Le week-end dernier a eu lieu à Paris l'Open LFB, l'Open de la Ligue féminine de basket. C'est tout simplement la première journée du championnat de France pour la LFB. Toutes les équipes se rejoignent en une seule journée, en un seul week-end du côté de Paris-Coubertin. Et bien pour en parler ce soir, en direct sur probowlers.fr, j'avais le plaisir d'accueillir chez vous dans quelques instants la directrice de la LFB, la directrice de la Ligue féminine de basket, Irène Ottenhoff, qui va nous rejoindre en direct depuis chez elle en région parisienne à Montreuil, dans le 93. Alors le temps que l'invitation arrive du côté de Montreuil, et normalement vous devriez retrouver Irène. Bonsoir Irène, alors faudrait tourner le téléphone. Il est déjà tourné, Eh c'est ben, ça le problème. voilà, parfait. Bonsoir Madame la directrice. Bonsoir, cher monsieur. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit tu ou on se dit vous? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah on va se dire tu. Allez, vendu pour le tu. Vendu pour le tu. Irène, merci d'être avec nous depuis chez toi ce soir. Il est 19h05, 6 en ce mardi soir. Est-ce que tu pourrais juste te rapprocher un tout petit peu de ton téléphone et ce serait parfait pour ce Pro Bowlers Live, ton Pro Bowlers Live. Alors, Comme ça, c'est c'est parfait. Si vous, pendant ce live, vous avez des questions à poser à Irène Ottenhoff, directrice de la LFB, vous n'hésitez pas à vous envoyer tous vos commentaires dans le live et puis moi j'aurai le plaisir de poser des questions à Irène à la fin de ce live. Irène, le 13e Open LFB vient de se terminer à Coubertin il y a quelques jours maintenant, c'était ce week-end. 13e édition de l'Open. Un débrief de la directrice de la LFB. oui, un débriefing global. Bon, le premier point sur le plan sportif, hein, c'est quand même c'est celui qui nous intéresse le plus, je pense. L'Open a encore montré que c'était un événement qui pouvait créer la surprise sur certaines affiches sportives, sans manquer de respect, bien au contraire, au club. Il y a toujours hein, en sport, que ce soit au basket ou dans d'autres sports, un favori ou quelqu'un voilà, qu'on attend vainqueur. Et puis, il y a quelqu'un qui vient challenger. Bon, là, on a les rosters, on a sur le papier, voilà, on a toujours un favori. Et l'Open a montré que c'était un événement qui était difficile à vivre pour les joueuses, difficile à vivre encore plus certainement pour les coachs, puisqu'il y a eu son lot de surprises. J'ai quelques matchs en tête. Mais sur le plan sportif, c'est une réussite. Je pense notamment au dernier match qui a fermé la marche de l'Open avec le Charleville-Montpellier qui était très sympathique à regarder. Donc une grosse satisfaction sportive avec des affiches relativement équilibrées. Une satisfaction aussi parce que l'envers du décor, c'est de se dire que toutes les joueuses étaient qualifiées, toutes les joueuses étaient autorisées à participer. Ça, le grand public ne le voit pas toujours, mais on peut avoir des sueurs froides, nous, Ligue féminine et coach, jusqu'à la dernière minute avant l'entre-deux. Donc une réussite sur ce plan-là. Et puis j'ai envie de dire de manière un petit peu plus large sur le plan de la communication, quelque chose d'assez frais, quelque chose d'assez qui colle un petit peu à ce qu'on souhaitait mettre en œuvre pour marquer le coup de cette saison un peu particulière. Alors, tu viens de parler, Irène, de la communication, on va en parler dans quelques instants. J'aimerais qu'on revienne sur tes premiers propos de ton Pro Bowlers Live. Tu disais que l'Open LFB crée pas mal de surprises sur le plan sportif. Céline Dumerc, qui avait fait son Pro Bowlers Live au tout début de la saison des Pro Bowlers Live, nous avait dit que l'Open LFB, certaines équipes arrivaient en se disant ça va être un peu la fête pendant 48 heures, on va se retrouver entre copines et on va pas forcément prendre les matchs au sérieux. Est-ce que tu penses que ça s'est encore vérifié cette année, Irène? Est-ce que certaines équipes arrivent en se disant bon allez, c'est le premier match de la saison officiel, on va y aller tranquille, on retrouve les copines. Donne-nous ton avis. Alors le postulat, enfin, l'entrée de ta question, c'est quand même ce qu'a dit Céline. Alors moi, pour être honnête, j'ai pas entendu son interview, donc je n'ai pas à l'esprit ce qu'elle a dit textuellement. Donc je présume qu'il y a déjà une forme d'interprétation. Donc je sais pas ce qu'elle a dit. Donc moi, je vais pas m'appuyer sur ce qu'elle a dit. Je vais m'appuyer sur ce que je vois. Pour ne pas reprendre les propos mot à mot de Céline et sans les traduire et sans les transformer, Céline Mhm. a dit dans son Pro Bowlers Live, Céline Dumerc a dit l'Open LFB, on y va aussi pour retrouver les copines et pas forcément dans un esprit de compétition. Voilà, c'est plus la même déjà. Alors, En résumé. en résumé, bon, non, je vais faire clair. Moi, ce que je perçois de l'état d'esprit des joueuses, ce que j'observe des tribunes et les échanges que j'ai parfois avec les unes et les autres,
c'est que, attention, faut quand même appeler un chat un chat. On a affaire à des joueuses professionnelles, dont c'est le travail. Donc, à mon sens, hein, toutes les joueuses qui participent, les 120 joueuses qui sont présentes le jour de l'Open, sont des joueuses professionnelles qui viennent pour gagner et qui viennent faire leur travail du mieux possible. Ça, c'est le premier point. Et je pense que Caps ne démentira pas cela. Petit clin d'œil à toi, Caps. Le deuxième point, par contre, je ne sais pas si c'est ce qu'elle a voulu dire, mais moi, ce que je pense, c'est que c'est un contexte qui est très particulier. Un, sur le plan sportif, parce qu'il y a il y a une émulation, tout le monde joue. Voilà, donc tout le monde, on voit tout le monde, c'est assez dynamique, c'est assez punchy. Et puis, effectivement, il y a l'aspect humain, c'est-à-dire que on retrouve ces collègues de travail, mais on retrouve aussi et surtout ses copines, ses potes. Hein, pour certaines, elles ont joué avec la saison d'avant ou encore avant. Donc oui, il y a cette difficulté liée à l'Open qui est, on vient gagner un match, on vient travailler, mais en même temps, on connaît l'univers qui entoure ça. Et ça a tendance à créer des pièges un petit peu dans la concentration, effectivement. Irène Otanov, tu parlais il y a quelques instants au début de ton Pro Bowlers Live de la communication et du thème qui avait été choisi pour cette année pour l'Open LFB 2017. Vous aviez choisi comme thème avec la LFB, la Fédération Française de Basket, embarquement immédiat avec un thème sur l'embarquement, sur les avions, sur le décollage, sur le voyage. Raconte-nous un petit peu comment ce thème a été choisi au sein du bureau et au sein de la LFB. En effet, cet Open, il était un peu particulier parce que même si le format, la formule peut modifier un petit peu, le concept reste le même. Le concept reste identique. Et la difficulté que l'on vit tous les ans, c'est essayer de toujours intéresser le public, d'essayer de, je ne vais pas dire faire le buzz parce qu'on on est plus à ce stade-là, mais malgré tout se renouveler et susciter l'intérêt. Et ben, c'est pas chose simple quand on est à la 13e édition. Ça devient même extrêmement compliqué. Sauf que la chance que l'on avait cette année, c'est que on entame la 20e saison de la Ligue féminine de basket. Et c'est pas une date anniversaire, puisqu'en fait, on va pas célébrer une date dans la saison. On va essayer, c'était l'idée en tout cas, on souhaitait célébrer toute la saison. Et au cours de différents brainstorming et de réflexions aussi isolées chacun de notre côté, on en est tous arrivés à se dire que le vrai enjeu pour cette saison, c'était de faire comprendre aux fans, au public et aussi aux joueuses et aux clubs, bien sûr, ce que sont eux les premiers acteurs, de se dire on va partir pour un voyage, voilà, on va partir ensemble. Et comme finalement l'Open, c'est la première journée de championnat, c'est le lancement de la saison, bon, ça coulait de source un petit peu de se dire, eh ben, l'embarquement immédiat, il se fait à l'occasion de cette première journée. Et il se fait donc à l'occasion de l'Open. Après, ça reste que de la communication, de l'habillage, voilà, hein, ça se décline derrière. Tu viens de le dire, Irène, la LFB fête cette année ses 20 ans. Toi, ça fait 5 ans que tu es directrice de la Ligue féminine de basket. Tu travailles très étroitement avec le président de la LFB, Philippe Loniam. Euh, Comment au quotidien une femme comme toi arrive à faire sa place auprès de Philippe Loniam, qui est, et je le dis avec beaucoup de respect, quelqu'un de très implanté depuis très longtemps dans le basket français. Il vit basket, il aime le basket. Comment tu arrives comme ça à faire ta place à ses côtés? Comment vous collaborez ensemble au quotidien? Alors c'est marrant les termes que tu emploies dans ta question de faire sa place, parce que c'est vrai que finalement, en fait, je m'aperçois que je t'écoute parler, enfin, je l'ai jamais ressenti comme ça. C'est une force ou une faiblesse, je Ouais. sais pas. En tout cas, je l'ai jamais vécu comme ça. Donc je vais avoir du mal à répondre sur le fait de faire sa place. Pour autant, effectivement, comme tu le disais, ça fait 5 ans que je suis sur ce poste-là et 5 ans que je travaille avec Philippe. Euh, moi, ce que je voudrais dire par rapport à ça, déjà, c'est que ça fonctionne super bien, à la fois sur le plan opérationnel, c'est-à-dire les liens que l'on a avec les clubs, avec les joueuses, la communication interne aussi au sein de la fédération, le rapport qu'on a avec les uns et les autres, soit les opérationnels ou les élus. Je pense que la première chose, ce qui est sûr, c'est que on sait exactement ce que l'on a à apporter l'un et l'autre. C'est-à-dire que assez rapidement, et ça s'est fait, je pense, de façon assez naturelle, euh, moi, je suis assez consciente de mes points forts et de ce que je peux apporter au sein de mon travail. Et lui l'est également, évidemment, en plus avec son expérience. Donc à partir de ce moment-là, quand on sait dans un système
pourquoi on est là, quel est son rôle et quelles sont les compétences, on est focalisé sur ce que l'on sait faire. Et le fait est qu'avec Philippe, on est hyper complémentaires. C'est-à-dire que moi, je suis en plus sur quelque chose de très opérationnel. Lui, il est sur un échelon, ça coule de source, mais on arrive à le mettre en œuvre, très politique. Et du coup, il me laisse une grande forme d'autonomie. Tu parlais de faire sa place. Je pense que c'est lui qui m'a laissé une grande place pour faire mon travail du mieux que je peux. J'ai une grande forme d'autonomie dans ma manière de fonctionner avec mon équipe, avec les clubs. Et lui, du coup, il fonctionne de manière très autonome aussi sur l'échelon politique. Donc à partir de ce moment-là, on est complémentaires et il y a une vraie relation de confiance. Et c'est là où je voulais parler du côté humain qui s'est noué avec Philippe, au-delà du côté professionnel. C'est qu'à partir du moment où notre relation elle est solide sur le plan de la confiance, eh bien moi, dès que j'ai le moindre doute sur une manière de faire ou sur des projets, et inversement, si lui il se pose un certain nombre de questions, on est tout le temps en communication et on se dit les choses. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de faille et c'est vrai qu'il n'y a pas de place du coup à se créer. Les choses se font de manière très très naturelle, quoi. Avec Philippe Pogna, donc président de la LFB, toi, directrice de la LFB depuis 5 ans, vous défendez, on l'imagine, le basket féminin très fortement au quotidien. Le basket féminin, si on prend un petit peu les chiffres de l'an dernier, les chiffres communiqués par la Fédération française de basket, saison 2016-2017, il y avait 660 000 licenciés et près de 40% de femmes licenciées. Est-ce que pour toi, le basket féminin, avant de s'intéresser au sport féminin de manière générale, est-ce que pour toi le basket féminin est assez à représenter, est assez mis en avant, mis à part l'Open LFB où on le sait, la télé est là, SFR Sport 2 est là pour couvrir le match des championnes. Est-ce que pour toi le basket féminin est assez... Le match des championnes. Bah, c'est ça, non? Le match des champions. On en reparlera, tiens, justement, tout à l'heure. Euh, Le match des championnes, on en reparlera. on en reparlera avec grand plaisir. Dis-nous ce que tu en penses de ce basket féminin pour lequel tu travailles au quotidien. Ben, bon, la première chose, sans vouloir se gargariser des chiffres, il y a quand même quelque chose de factuel, c'est qu'on est le premier sport collectif féminin. Voilà. Personne ne peut dire encore pour combien de temps, puisque ça pousse fort derrière, hein. Il y a le foot, évidemment, en l'occurrence, même si je ne veux pas focaliser sur le football. Mais d'un point de vue factuel, on reste le premier sport collectif féminin en termes de licenciés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que culturellement déjà on est installé. Ça veut dire qu'on arrive à fidéliser nos licenciés au fur et à mesure des saisons. Ça veut dire aussi qu'en termes de représentativité par rapport, parce que ça c'est intéressant, quand on sort les chiffres de manière brute, on peut tout leur faire dire, mais en termes de représentativité, il y a un prorata qui est relativement équilibré si on se compare à d'autres disciplines. Alors, on n'est pas sur cette parité de 50% de licenciés hommes et 50% de licenciés femmes, mais si je ne m'abuse, on est aux environs de 30%. On est, en fonction des années, entre 30 et 40%. Ça, c'est une réelle performance. À partir de ce moment-là, pour répondre à ta question, c'est le fruit d'un travail. C'est pas, voilà, on ne surfe pas sur une vague comme ça à se laisser porter. Notre fédération met l'accent sur l'événementiel. On parlait de l'Open tout à l'heure. Il y a également de plus en plus de matchs de l'équipe de France féminine qui ont lieu sur le territoire français. Ça, c'est un axe fort de notre communication. Je ne dis pas que c'est pour cette raison que les jeunes filles vont au basket. C'est multifactoriel, je pense, l'explication. Mais ça contribue à créer du lien avec nos licenciés, à rendre, j'ai envie de dire, humain ou humaine plutôt la très haute performance, à faire en sorte que les spectateurs, les spectatrices puissent rencontrer les joueuses professionnelles. Et cette proximité, je pense que c'est un point fort. Et c'est pas beaucoup de sports pro qui peuvent naviguer là-dessus. Donc, il y a un gros travail qui est fait sur l'événementiel. Il y a un travail qui est fait sur la communication, notamment sur la Ligue féminine de basket, où on essaye vraiment de se renouveler. On essaye, justement, au travers de l'événementiel, de proposer d'autres choses. On a travaillé pendant 2 saisons avec Championne de Cœur sur un événement caritatif avec un match de gala qui regroupait d'anciennes gloires du basket international et des joueuses actuelles de la LFB. Et puis, j'insiste aussi, le travail que font les clubs au quotidien, les clubs de Ligue féminine bien sûr, mais aussi, j'ai envie de dire, les clubs à l'échelon local. On n'en parle peut-être pas souvent, mais ce sont ces dirigeants-là, ces entraîneurs-là qui accueillent les jeunes filles
voilà, en bas de chez elles, dans leur zone, dans leur quartier, dans leur ville. Et ce sont ces personnes-là qui font le plus gros du travail finalement. Si je t'écoute bien, Irène, pour résumer un peu tes propos, pour toi, le basket féminin est un petit peu plus populaire que le basket masculin, ou je me trompe un peu? Alors, populaire dans le sens, comment dirais-je, accès ou Ouais, populaire dans le sens... dans le sens accessibilité, accès à ce sport-là. Bah, effectivement, le basket féminin, enfin, ouais, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand on dit basket féminin, alors c'est difficile, on ne sait plus quoi dire après. C'est ton Pro Le, Bowlers live, donc tu peux dire basket féminin. le basket féminin, voilà, c'est tout, c'est du basket féminin. Le basket féminin, il a une vraie marque de fabrique, c'est la disponibilité des joueuses. On parle de la haute performance, hein, je parle Mhm. de l'équipe de France et je parle des clubs de ligue féminine. Il y a une vraie disponibilité déjà dans la configuration des arénas, finalement, pour ceux qui vont voir la Pro A et ceux qui vont voir la LFB. Dans la majorité des clubs de LFB, bah, on navigue facilement dans la salle. Donc on les voit, les filles, elles sont parfois à 2 mètres de vous. Pour ceux qui ont leur accès VIP, on les voit, on discute à la fin au VIP, elles sont là, elles vont boire un verre. Donc il y a ce côté proximité qui peut-être effectivement fait que c'est populaire. C'est pas plus populaire Mhm. que le secteur masculin, mais il y a cette proximité. Ça, c'est le premier point. Il y a le deuxième point qui m'est très personnel, hein. J'en ai jamais vraiment parlé, mais je pense aussi que le fait que la médiatisation pardon, soit un peu moins forte, c'est un secret de polichinelle, dans le secteur féminin, les joueuses sont plus accessibles. Elles sont plus accessibles dans leur temps, dans leur manière de se comporter, dans les retombées que cela peut avoir aussi, parce que les réseaux sociaux, les photos qui sont prises un peu tout le temps, à un moment donné, l'image, elle est tout le temps exposée, quoi. Donc, le secteur féminin, les filles sont un peu moins médiatisées, donc sont un peu moins toujours scrutées comme cela. Alors, ce sont des interrogations, c'est pas forcément des réponses. Mais moi, je pense que tous ces facteurs contribuent au fait qu'effectivement, le basket féminin, c'est une activité qui est populaire, c'est une activité qui est accessible parce que les joueuses sont accessibles. Et justement, le basket féminin, c'est ce que tu défends depuis 5 ans avec ce rôle de directrice de la LFB. J'aimerais maintenant qu'on s'intéresse à Irène Otenhoff, mais le côté off. Comment en es-tu arrivé là? Comment es-tu arrivé à la tête de la LFB? Irène Otenhoff off, tu l'as fait exprès, ça, non? Oui, C'est un jeu. Ouais, exactement. c'est sortir quand même celui-là. Raconte-nous un petit peu tes débuts. Alors, je sais que pour celles et ceux qui nous rejoignent, qui voient ton Pro Bowlers Live ce soir, ils te voient en survêtement parce qu'il y a entraînement après ce soir pour toi. Je rappelle que si vous êtes en direct avec nous, il est 19h21, nous sommes mardi soir, on est en France et Irène est chez elle à Montreuil dans le 93. Raconte-nous un petit peu ton parcours, Irène. Alors, pas de la naissance jusqu'à maintenant, mais en tout cas de ta passion pour le basket jusqu'à aujourd'hui. Oui, je vais essayer de faire condenser. Bah, au travers de la passion, justement, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui me caractérise déjà dans ma personnalité et c'est en effet quelque chose qui me lie, qui me relie très fortement à mon sport, au basket. La passion du basket, elle est née assez rapidement, mais pour le coup de manière très très hasardeuse, parce que j'étais pas forcément destinée à faire du basket. Parce que moi, je faisais du foot, désolée, je faisais du foot dans la cour de l'école, comme j'ai déjà pu le raconter. Et tout simplement, bon, à un moment donné, j'ai pouvais plus jouer au foot parce que voilà, je m'étais blessée. Et dans la cour, il y avait des panneaux de basket, il y avait des paniers. Donc je me suis mise au basket comme ça. Et je suis arrivée, j'essaie de faire court, je suis arrivée en club assez rapidement. Et finalement, moi, j'ai tout de suite accroché avec la pratique. Ça a vraiment été quelque chose ça a été une rencontre, ça a été une vraie rencontre. Donc voilà, j'ai pratiqué longtemps, dans différents clubs, à différents niveaux. Et assez rapidement, bon, il faut faire un premier choix dans sa vie, c'est le choix des études. Hmm. Bon, j'étais pas trop fixée parce qu'à 17 ans, c'est pas forcément bien ce qu'on veut faire. Mais bon, je me suis engagée dans un cursus STAPS en me disant, tiens, c'est là, a priori, que je vais faire le plus de sport et que je pourrais aller m'entraîner tranquillement au basket. Donc, je me suis engagée dans ce cursus-là. Je me suis rendu compte que le sport, c'est vraiment l'univers dans lequel j'avais envie d'évoluer. Je ne savais pas exactement comment, mais c'était là-dedans que je voulais travailler. Après, ben, sur des rencontres, la vie est ainsi faite, à mon avis, des rencontres, des coups de cœur, des passions. Je me suis engagée tout simplement sur un concours qui a fait que j'ai passé le concours de CTS, de conseiller technique sportif, prof de sport. Et j'ai eu, on va dire, j'ai l'occasion de travailler pour la Fédération française de basket sur mon premier poste. Ça a été mon entrée dans la vie professionnelle.
Et j'ai été dans le grand bain, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous jouez, vous êtes en club, et puis il vous faut. Bon, j'entraînais déjà, hein, depuis assez jeune, depuis 16 ans, j'ai entraîné des jeunes, des seniors, des garçons, des filles. Donc en même temps que je jouais, j'ai toujours entraîné. Et puis ben là, il faut entraîner le pôle espoir, il faut former les gens, faire de la formation des cadres. Et ça aussi, ça a été une rencontre, hein, mon travail de cadre technique à la fédération, ça n'a pas toujours été simple parce que quand on a 22 ans, qu'on croit un petit peu tout savoir et qu'on croit savoir comment faire, ça se passe évidemment pas du tout comme ça. Donc ça a été très houleux, mais j'ai aimé ce que j'ai fait dès le début. Après, j'ai fait des choix de vie, je me suis un petit peu éloignée de la profession de cadre technique, mais depuis l'âge de 8 ans, je ne me suis jamais arrêtée soit de jouer, soit d'entraîner. Mais la plupart du temps, les deux mon capitaine. Oui, mais de là Voilà. à devenir directrice de la Ligue féminine de basket, il y a quand même un pas énorme. Oui, en même temps, de 8 à 30 ans, bon, il y a eu 22 ans, donc effectivement, il y a eu un pas de 22 ans, comme je le disais, avec des rencontres, avec de la passion, avec des croyances, avec de la chance, parce qu'il faut de la chance, et puis du travail aussi, et puis du travail, parce que on peut avoir des opportunités, on peut les saisir, mais je pense qu'à un moment donné, pour y rester, il faut faire ses preuves quand même, parce que là, on parle de passion, on parle de trucs vachement sympas. Bon, il y a le revers de la médaille, hein, Ouais. il y a le travail, Si t'es doué, beaucoup tu de restes. travail. Si t'es pas doué, bah. Ouais, il faut faire ses preuves. Il y a le fait d'être doué et puis aussi de porter un système, quoi, Hmm. de répondre aux valeurs, de répondre à ce qu'on attend de soi, quoi. Avant de devenir directrice, t'as eu, enfin en même temps d'être directrice, tu as été aussi un petit peu dans l'aventure 3-3 en France. Est-ce que tu veux en parler un tout petit peu? Parce que je sais que tu as vécu pas mal de belles choses avec les équipes de France avant vraiment comment dire, de te focaliser sur ton poste de directrice. J'ai vécu effectivement de très belles choses au 3-3 et alors bon, c'est assez rigolo comme la vie est construite. C'est que finalement, si j'occupe ce poste de directrice de la Ligue féminine de basket, c'est certainement parce que j'ai répondu positivement au poste que l'on m'a proposé en 2012, c'est-à-dire de réintégrer la fédération sur un poste de CTN en charge du développement du 3-3 et Conseil- des équipes Conseiller secteurs technique féminins. national. Oui, pardon pour Ouais. l'acronyme, Conseil technique national, en charge du développement du 3-3 et du secteur féminin des équipes de France. C'est comme ça, moi, que je suis revenue à la fédération en 2012. Pas du tout sur un poste de la Ligue féminine de basket. Donc effectivement, j'ai vécu une Olympiade complète de 2012 à 2016, une Olympiade la parenthèse s'est fermée après le championnat du monde en octobre 2016. Donc voilà, je les ai pas comptés, mais assez rapidement de tête, il y a eu, je crois, euh, 4 championnats du monde, un championnat d'Europe, plusieurs tours de qualif. C'est 4 très très belles années. Ce sont 4 très belles années. Au-delà des résultats sportifs, parce qu'il y a eu quand même quelques médailles, il y a eu un titre de championne du monde avec les U18 en 2015. Il y a eu une médaille d'argent, vice-champion du monde avec les filles, l'équipe de France A. En 2012, on a perdu contre les États-Unis. Et puis un titre de champion du monde mixte en 2012 aussi. Donc au-delà de cette réussite sportive, moi, c'est vraiment 4 années qui m'ont permis de poursuivre mon introspection, qui m'ont permis de conforter la passion que j'ai pour mon sport, qui m'ont permis aussi de me relier encore au terrain, parce que ça, c'est quelque chose qui est capital pour moi, Hmm. de ne pas être déconnecté du terrain. Ce que j'appelle le terrain, ça peut être le jeu, ça peut être l'entraînement, ça peut être l'arbitrage aussi, mais c'est en tout cas être en connexion avec la haute performance, c'est-à-dire les joueurs et les joueuses. Voilà, et ouais, une parenthèse de 4 années qui m'a beaucoup permis de réfléchir sur le management aussi. Le management d'équipe, certes, c'est-à-dire ce que j'appelle dans un bureau, mais aussi le management sportif, c'est-à-dire le management de joueuse professionnelle, d'une équipe professionnelle, et surtout le positionnement du coach. Alors avec tout, tu me dis si je parle trop, hein, Non, non, mais Vincent. je bois tes paroles et toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent, Ah ouais? ils boivent les paroles aussi. Donc, vas-y. Enfin, nous, on a le temps. Toi, t'as entraînement, mais nous, on a le temps. Ouais, bon, si je pourrais expliquer à mon coach que j'étais partie dans un truc, mais aussi si je pars trop loin ou si je parle trop, faut pas hésiter à me Alors couper non justement, plus. ça va être un message pour les internautes qui sont avec nous dans ce Pro Bowlers Live ce soir. Si jamais Irène Otenhoff, directrice de la Ligue féminine de basket, parle trop,
dites-le nous. Envoyez-nous un petit message en bas et je la couperai un petit peu plus souvent s'il y a besoin. En tout cas, Merci. bonsoir à Benoît, bonsoir à Pactib, à Christophe, à Cédric qui viennent de rejoindre le live. Si vous avez des questions à poser à Irène, vous n'hésitez pas à vous les envoyer pendant le live. Et puis à la fin de ce live, j'aurai le plaisir de lui poser de votre part. On continue, Irène. On continue. Bon, j'avais pas perdu le fil de ce que je disais. Donc, je disais qu'effectivement, l'expérience de vie autour du 3-3, l'expérience professionnelle, m'avait fait beaucoup questionner sur le rôle du coach au basket. Hein. Je vais pas dissocier pour l'instant le 5-5 et le 3-3, mais le positionnement que nous, en France, en tout cas, sur nos aspects culturels, on a. Et alors, moi, je vais peut-être choquer des gens, hein, c'est pas le but, et ça n'engage que moi, ce que je vais dire ce soir. J'ai pris une gifle au cours du 3-3, une gifle managériale qui a été de dire que, en ce qui me concerne, je pense que j'étais omniprésente avec les équipes que je manageais, sur le plan sportif en tout cas. La notion de délégation était quelque chose de complètement abstrait pour moi, même si j'avais conscience que le jeu appartient aux joueurs, j'avais certainement un petit peu cette image du coach tout-puissant qui, voilà, qui entraîne, qui prépare, qui briefe, qui pour certains dans la dérive annonce même les formes de jeu. Hein. Désolé si je jouais, tu peux faire le sourcil comme ça, mais C'est pas moi, c'était automatique. enfin bref, je vais pas rentrer dans la polémique, mais le 3-3, pourquoi m'a fait prendre cette conscience, c'est que déjà par l'aspect réglementaire, le coaching est interdit. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de communication directe avec les joueurs et les joueuses. Il n'y a pas de temps mort, il y a pas de, voilà, on n'est pas censé communiquer dans les tribunes. Donc à partir de ce moment-là, quand on joue à un jeu, enfin moi c'est mon point de vue, on accepte les règles ou on s'en va. Enfin, c'est basique. Hein. Donc à partir du moment où je choisis d'accepter cette règle-là, il fallait, la problématique c'était comment optimiser, c'est-à-dire comment optimiser une relation de coach à joueuse, parce qu'elle existe finalement malgré tout cette relation. Comment est-ce qu'on l'optimise, sachant qu'il y a des choses que l'on n'a pas le droit de faire? Comment on s'adapte finalement? Comment on s'adapte? Et moi, à titre personnel, ça m'a énormément interrogée, ça m'a énormément fait progresser dans ma vie aussi, d'une manière très très générale. Et ça m'a permis, moi, de lâcher prise sur certaines décisions, sur la manière dont je communiquais aussi avec les joueuses. Et ouais, je raconterai peut-être l'anecdote tout à l'heure parce que c'était intéressant. En tout cas, moi, j'ai appris. Maintenant, c'était en 2015, c'est l'année où on est championne du monde avec les U18, donc une belle génération. Lisa Berkani, on présentera s'il y a besoin après, mais Francesca Dorbi, Maïva Jaldi Tabdi et Alexia Chartereau. Donc, belle équipe. Et donc, je parlerai de Lisa, c'est plus très confidentiel. On avait quatre jeunes filles avec des tempéraments extrêmement différents. Ce qu'il faut savoir au 3-3, c'est que le groupe est tout petit et le format de compétition est très court. Donc, en gros, sur l'aspect ressources humaines et sur l'aspect timing et spacing, il ne faut pas se planter, quoi. Parce qu'on n'a pas le temps de rectifier le tir, quoi, clairement. Et donc, on rentre dans la compétition de manière très, très difficile. Parce qu'on perd le premier match. Et sur le deuxième match, j'avais en charge l'échauffement de l'équipe. Et je vois une joueuse surexcitée. Voilà, clairement, en train de s'échauffer, mais pas avec nos propres codes de sérieux. C'est-à-dire, elle criait, voilà, elle en faisait trop. Pas... Pour moi, elle en faisait trop, mais a priori, pour elle, pas. Enfin bon, bref. Donc, je sens que ça commence à monter chez moi. Donc, j'essaie de me contenir, et puis jusqu'au moment où je me dis, c'est pas possible, je vais la choper, quoi. Je vais arrêter ça. Et je raisonne, et de manière assez consciente, je me dis, Irène, t'as perdu le premier, enfin, vous avez perdu le premier match. Là, il y a le deuxième match qui s'entame. En gros, si on perdait ce match-là, ça devenait très compliqué de sortir des poules. Donc je me suis dit, bon, quitte ou double, on va lui faire confiance. Si elle exprime ces émotions-là, tant que ça ne nuit pas à l'échauffement collectif du groupe et à la concentration des autres, il n'y a pas de raison que moi, Irène Otenov, j'aille la voir pour lui dire comment elle doit être et ce qu'elle doit faire. À ce moment-là, c'est très inopportun. Donc je décide de ne pas intervenir et finalement, les choses se tassent, elles se calment d'elles-mêmes. Je suis pas trop longue, ça va? Ça va très bien. Non, mais de toute façon, les gens commentent depuis tout à l'heure et il y en a qui nous disent, par exemple, une certaine Carole qui nous dit ce n'est pas trop long, je bois ma bière, mais je l'écoute. Voilà. Donc. Ah, vilaine. Par contre, après, il y a un truc intéressant, je ne connaissais pas Irène, mais le discours est brillant. Ah bah, je continue, Hervé, alors. Bah voilà. Je ne connais pas. Et donc je décide de ne pas intervenir et les joueuses vont sur le terrain puisqu'elles sont appelées. Et au moment de rentrer sur le terrain, la dite joueuse s'apprête à enlever son surmaillot. Et au moment où elle fait ça, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas son maillot. Ce qui est, voilà, deuxième fois que tu remontes le sourcil, ce qui est absolument surréaliste. Ce qui est surréaliste et ce qui en aurait fait,
mais enfin, on aurait pu péter un plomb sur un truc comme ça. Hmm. Donc elle se précipite vers moi en panique parce que j'avais les sacs, c'est pas très reluisant, mais j'avais les sacs. Elle me regarde, elle m'explique, je lui donne son maillot, elle met son maillot et je décide de mettre le masque et de rester positive et bienveillante. Elle repart. Bon, et il s'avère qu'on gagne le match, que cette joueuse fait un match extraordinaire. Et ça m'a énormément interpellée parce que je suis absolument en rien pour le niveau de performance de ce que cette joueuse a produit sur le match. Attention, je ne veux pas qu'on me fasse dire ce que je ne pense pas et ce que je ne dis pas. Mais j'ai considéré, de manière immodeste, que sur ce moment-là, et avec cette personne-là, j'ai probablement fait le bon choix. Parce que peut-être, on le saura jamais, mais peut-être que si je m'étais écoutée, avec ma culture basket, avec mon aspect très dur de l'autorité, de la règle, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire, et de mon point de vue, peut-être que je l'aurais perdue, cette joueuse. Hmm. Je l'aurais braquée, alors peut-être. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. J'ai raconté un petit peu cette anecdote sans citer la joueuse, parce que cette joueuse, bah, du haut de ses 18 ans, moi, avec 15 ans de plus, même plus à l'époque, elle m'a appris finalement. Elle m'a appris qu'il n'y a pas de méthode universelle dans le management, qu'il y a juste de l'adaptation en permanence, de l'écoute de l'autre et la volonté de préserver un système. Donc ça, le 3-3, par exemple, m'a apporté ça, parce que le fait d'avoir été en situation de ne pas pouvoir décider en temps réel, de ne pas coacher, de ne pas interagir avec les joueuses, m'a fait beaucoup remettre en question et m'a questionné sur comment je travaille avant et comment je travaille après, du coup, avec mon équipe. Enfin, avant le match et après le match. Tu ne parles pas trop, J'arrête. sois rassuré. Non, 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 mais J'arrête. il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent pendant ce Pro Bowlers Live, pendant ton Pro Bowlers Live. Irène Ottenhoff, on est plutôt pas mal au niveau du timing, 19h40. Ah oui, moi je suis bien là, nickel. J'ai Ouais, pas de bière, hein. Je suis d'accord. bien. L'entraînement est à quelle heure? Oh, l'entraînement est à 20h15, mais je suis en scooter, donc Bon, ça va. ça, c'est Prudent nickel. sur les routes quand même. Si vous avez des questions à poser à Irène Ottenhoff dans ce Pro Bowlers Live, vous nous envoyez tout ça. Hein. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir de poser vos questions à la directrice de la Ligue féminine de basket. Ça fait 5 ans que tu es directrice de la LFB. Irène, tu te vois encore combien de temps à la tête de la Ligue? Ça, c'est une bonne question. Merci de l'avoir posée. Alors, euh, bah, déjà, enfin, ça, c'est plutôt une question qu'il faudrait finalement poser aux décideurs, parce que moi, voilà, je suis un peu je suis un peu le mouvement. Mais bon, pour pas botter en touche quand même, ce serait pas bien. Euh, je suis pas quelqu'un. Je suis pas quelqu'un qui contrôle sa vie en traçant des plans sur la comète. C'est-à-dire que je peux pas te dire aujourd'hui, tiens, moi, dans 3 ans, j'aimerais faire ça à la fédération, ou dans 8 ans, je voudrais être dans tel milieu, et dans 15, je voudrais faire ça. C'est vraiment sincère. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit un petit peu pour ceux qui étaient là avant, je suis convaincue que la vie, elle est vraiment faite d'opportunités, elle est vraiment faite de rencontres, elle est faite de coups de cœur aussi. Et que par conséquent, moi je ne sais pas ce qui va se passer tout à l'heure quand je vais aller à l'entraînement, je ne sais pas demain ce qui va se passer quand je vais arriver au travail, et encore moins ce qui va se passer l'année prochaine. Ou, voilà. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que mon métier me passionne. Je suis passionnée par ce que je fais. Ça s'entend et ça Il y se a une, voit. il y a une dimension sportive liée à la haute performance qui me séduit énormément. Il y a une dimension humaine qui me relie aux acteurs de la haute performance. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir un rôle social dans l'accompagnement. Parce qu'il y a tout l'envers du décor. Ouais, c'est ça, il y a le lien humain. Il y a comment on aide ces joueuses sur leur vie à côté. Il y a qu'est-ce qu'on prépare après pour leur reconversion. Comment la fédération, à un moment donné, on est content de les avoir avec le maillot France et elles ramènent des titres. Voilà, donc je vais pas m'égarer, mais en tout cas, je suis bien aujourd'hui dans ce que je fais, je suis passionnée, j'arrive à me renouveler, j'arrive à prendre du plaisir open après open, c'est jamais le même. Des fois c'est plus dur, des fois c'est mieux, mais je sais pas où je serai dans quelques années. J'en sais rien, mais je sais que je serai bien par contre. Eh ben, écoute, c'est plutôt assez philosophique comme discours, mais c'est ton Pro Bowlers Live, il n'y a pas aucun problème. Tu es sans filtre, tu nous dis ce que tu veux. Est-ce que tu veux qu'on passe aux questions? Allez, pourquoi pas? Allez, on va regarder un petit peu les questions qui ont été posées pendant ton Pro Bowlers Live. Benjamin, au tout début du live, nous a demandé un Open LFB à l'Accor Hotel Arena de Paris-Bercy un jour. Est-ce que ce serait possible avec des places un peu moins chères, nous dit Benjamin. Ah bah déjà le temps est sympathique, il engage la conversation, il n'est pas agressif. Alors Benjamin, déjà c'est une très bonne question.
Moi, je suis un peu une idéaliste. J'aime bien le rêve. Donc, j'y ai pensé, forcément, j'y ai pensé. Et donc, à partir du moment où on arrive à se projeter, où on arrive à rêver, il faut toujours essayer d'envisager les étapes qui vont nous permettre quand même d'aller au bout du rêve. Donc, la réponse est plutôt oui. C'est-à-dire que je pense qu'il faut avoir des objectifs très élevés à partir du moment où on se donne le temps de les atteindre. Maintenant, j'ai envie de dire, le premier objectif serait, après Coubertin, c'est-à-dire d'aller chercher une jauge plus importante, serait pourquoi pas le petit Bercy. Mhm. C'est-à-dire avant d'aller taper sur l'Accor Hotel Arena, n'oublions pas que Carpentier et Coubertin, on est sur des jauges à 4000 places. Donc avant d'aller taper à du 16 000, c'est combien déjà 16 Bercy? 000, 16 000 Ouais. Bercy, ouais. Donc avant de multiplier par 4, déjà multiplier par 2, ce serait un super défi. Donc on va voir ce que la ville de Paris nous réserve en termes de livraison, parce qu'on manque cruellement d'aréna pour pouvoir voilà, trouver cette étape intermédiaire. Mais il est certain que ce 13e Open et ce 11e, si je ne m'abuse, à Coubertin, nécessite en tout cas de se projeter sur quelque chose d'un petit peu plus ambitieux. Et comme il le dit avec le prix des places, c'est une très bonne remarque, avec l'idée d'avoir une stratégie en tout cas qui est adaptée au remplissage. Voilà. Et qui est liée en tout cas entre l'offre et la demande. Donc s'il y a plus d'offres parce qu'on passe à 8000 places, enfin la demande par contre, il faudra qu'on diminue un petit peu voilà, faut faire en sorte que les gens puissent venir et aient envie de venir, clairement. Une autre question toujours dans ton Pro Bowlers Live, Irène, ce soir. À quand un top 10 donc des actions de la LFB régulièrement? Une question de Lucas Nico. Alors, à quand le top 10? Eh bien, on va peut-être pas appeler ça comme ça, mais en fait, on y travaille. On y travaille. Déjà, on s'est doté des moyens de pouvoir avoir ce contenu vidéo. Parce que ce dont on souffre actuellement dans les salles de LFB, c'est que nous n'avons pas de contenu vidéo de qualité. C'est-à-dire que pour pouvoir diffuser les 10 plus belles actions, bon, bah, faut déjà que les gens aient envie de les regarder, quoi, clairement. Faut pas que ce soit pixelisé, faut que ça suive l'action. Donc, on va déjà pouvoir répondre à cette demande puisque depuis cette saison, là, vraiment, depuis la première journée, c'est demain soir, je le rappelle. Toutes les salles de ligue féminine sont équipées d'un système de captation automatisé qui s'appelle Keymotion. Et d'ailleurs, en LNB, en Pro A et en Pro B, les salles le sont aussi. Et quand vous voyez ces beaux contenus sur le site de la LNB diffusés, ce sont des images Keymotion. Donc déjà, on va pouvoir avoir des highlights de vraie qualité, c'est-à-dire présenter les matchs, aussi a posteriori des choses intéressantes, et on pourra extraire d'autant plus facilement et en temps réel, grâce à ces nouvelles technologies, et ben, des shoots au buzzer le soir même, de belles actions. Donc Lucas, c'est ça? Ouais, Lucas, c'est son prénom. Lucas Nico. Donc voilà, Lucas Nico, on y travaille très sérieusement, on est équipé maintenant et on va essayer de mettre en œuvre quelque chose d'intéressant cette saison. Eh ben voilà, une réponse de la directrice de la LFB, la Ligue féminine de basket. Il te reste 2 minutes, Irène Otenov, dans ton Pro Bowlers Live, avant que je te laisse repartir pour ton entraînement. Comme ça, tu seras en plus à l'heure Au top. sur ton scooter, mais prudence quand même au niveau de la poignée de gaz. Il reste 2 minutes. Il y a de temps en temps dans les Pro Bowlers Live l'occasion pour nos invités de passer un coup de cœur ou un coup de gueule. Vu qu'il te reste 2 minutes, je vais le faire aussi avec toi ce soir. Je te propose de nous faire un coup de cœur ce soir, de nous parler d'un coup de cœur que tu pourrais avoir dans ta vie quotidienne. Alors, ça peut être du basket, comme ça peut être autre chose. Et puis, le coup de gueule également, c'est soit du basket, soit autre chose. Je te laisse la parole, sans filtre. C'est ton Pro Bowlers Live. Ah, c'est dur ça, hein, j'étais pas préparée. Bah, mais C'est coup on de va... cœur ou coup de gueule, hein, c'est l'un ou l'autre, hein. Ou sinon, tu fais les deux. Ah ouais, parce que moi je suis toujours dans la négociation, donc je vais prendre les deux en Eh fait. ben, prends les deux. Bon, le coup de gueule c'est un peu fort, mais je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, il y a des gens qui tiennent des blogs, il y a des passionnés de basket, il y a certainement peut-être des médias ou en tout cas des gens qui essayent de faire vivre le basket. Euh, je pense que ce serait le petit coup de gueule, c'est de dire allez, on se prend par la main, on parle du basket, on parle aussi du basket féminin, on essaye de raconter des histoires. Voilà, même si peut-être que au départ on se dit que c'est pas forcément vendeur, il y a tellement de belles histoires à raconter autour du basket féminin. Il y a des joueuses professionnelles, des clubs, mais aussi des individus, des personnes. Donc mon petit coup de gueule, c'est aller en avant sur la médiatisation du basket féminin. On y va et chacun de son côté. C'est un petit peu comme l'histoire du colibri. Si chacun, je vais pas la raconter, mais vous ferez des recherches. Si chacun fait son travail, on devrait pouvoir arriver à de belles choses. Bon. Ça, c'est le coup de gueule de basket féminin en avant Guingamp pour la médiatisation. Et le coup de cœur? Le coup de cœur, je vais pas faire compliqué. Tiens,
je vais prendre exactement le contre-pied. Ça fait presque 30 ans que je suis dans le basket, comme joueuse, comme entraîneur, comme arbitre, comme salarié de la fédération maintenant. Je connais bien le monde du basket féminin, en tout cas. Je pense le connaître très très bien. C'est truffé de personnes extraordinaires. Je pense aux joueuses, mais je pense aussi aux dirigeants qui sont dans les clubs, qui font vivre au quotidien. Je pense voilà, à des personnes qui œuvrent. Moi, mon coup de cœur, ce sont pour ces gens-là qui, au quotidien, transmettent leur passion, accompagnent la jeunesse. Voilà, parce que là, on parle de l'instant présent, mais dans 30 ans, j'espère qu'il y aura une interview à l'identique de celle qui vient de se dérouler et de quelqu'un qui voilà, se souviendra de l'accueil qu'il ou elle a eu dans un club quand elle a commencé le basket. Avec toi, si tu veux, on prend date dès maintenant, hein. Ah bah, j'espère que je serai encore là, parce qu'avec le rythme de vie que je m'impose, je sais pas. Non, donc voilà, mon coup de cœur, c'est ça. Mon coup de cœur, c'est voilà, votre site, c'est sans faire de démagogie, c'est les personnes qui œuvrent au quotidien parce qu'elles y croient, parce qu'elles ont envie de faire partager leur passion et puis continuer dans ce sens-là. Moi, je continue aussi à ma petite échelle. Donc, continuons ensemble. Un message de Mélissa que tu dois connaître parce que ça va être Ah ouais, une coéquipière, je pense. Mélissa qui te dit: on retombe amoureux de la langue française en t'écoutant, Irène. ben, je sais pas. Ouais, j'ai essayé de bien m'exprimer. Hein. Bon, Bon, je le prends comme un compliment. Ouais. prends-le comme un compliment. Il est 19h46. Tu vas être à Oui. l'heure à l'entraînement ce soir. Prudent sur le scooter. Irène, pour sortir de ton Pro Bowlers Live, il y a marqué Irène Otenhoff en haut de ta petite fenêtre smartphone. Il y a une petite croix à côté. Il faut juste appuyer Yes. dessus et tu sors du live. Je te remercie beaucoup, Irène, directrice de la Ligue féminine de basket, d'avoir été avec nous ce soir dans ton Pro Bowlers Live. À très bientôt. Merci Vincent pour ce moment très sympa. À très Salut, à bientôt. bientôt. Je te laisse sortir du live. Ciao. Et puis vous, internautes et followers de la page probowlers.fr sur la page Facebook, si vous avez aimé ce live, si vous avez aimé l'émission, comme d'habitude, vous partagez tout ça sur les réseaux sociaux, évidemment. Voilà, Irène est en train de sortir du live progressivement, mais sûrement, tout doucement, mais sûrement. Vous partagez tout ça. Et puis, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer en ce mardi soir. Depuis quelques temps, on vous parle beaucoup de Boris Diaw qui est connecté avec nous. Alors Boris, vous le savez, ou si vous ne le savez pas encore, on vous l'apprend ce soir, jouera samedi en France contre le Limoges CSP avec les Levallois Metropolitans. Donc ça y est, Boris ce soir. Mais malheureusement, Boris, tu m'en voudras pas. Je vais pas pouvoir te prendre ce soir, mais je te fais la promesse que très prochainement, on fera un Pro Bowlers Live avec toi et ce sera ton Pro Bowlers Live spécial Boris Diaw. Salut à tous, merci d'avoir été au rendez-vous ce soir et puis restez connectés parce qu'il se passera encore plein de choses cette semaine. Bye bye, ciao.